La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. La littératie financière, ça s'apprend où? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Bonjour à vous toutes et tous qui nous faites l'honneur d'être une fois de plus présents à cet autre enregistrement de La tête dans les nuances. Mon nom est Robert Aubin, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille. Novembre frappe déjà à nos portes, les températures vont se rafraîchir, la noirceur va tomber trop tôt comme d'habitude, et s'il est un plaisir que peut-être nous allons redécouvrir, c'est celui des soirées dans le cocon de notre foyer. Et parmi les soirées qui nous apparaissent parfois ayant peu d'attrait, il y a probablement celle que l'on pourrait consacrer à la révision de notre situation financière, puisque novembre au Québec, c'est le mois de la littératie financière. Alors on le sait, notre santé, en termes de finances, constitue un élément important pouvant diminuer stress et angoisse. Alors pourquoi sommes-nous si rébarbatifs à consacrer du temps à cet aspect de notre bien-être et de notre quiétude? J'émets l'hypothèse que peut-être tout simplement parce que l'on n'a pas ou l'on ne sent pas avoir les compétences nécessaires face à toutes ces questions de finances. D'ailleurs, l'Autorité des marchés financiers a développé un indice mesurant la littératie financière des Québécois et les derniers résultats que j'ai trouvés qui étaient disponibles datent de 2021 dressaient un portrait peu flatteur de nos compétences avec un indice de 54,10, comprendre 54 %, ce qui est en dessous de la note de passage dans le monde de l'éducation. Alors, la question qui se pose, avec qui et comment peut-on parfaire nos connaissances en la matière? Si les offres abondent sur le web, peut-on vraiment s'y fier? Comment éviter de se faire arnaquer? Comment éviter les fraudes? Quels sont les garde-fous que l'on devrait connaître, enfin, pour amener un éclairage sur toutes ces questions et bien d'autres? J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau d'abord Mme Julie Paquin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Elle est aujourd'hui directrice de l'éducation financière à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Elle est diplômée de l'École de criminologie où sa maîtrise portait sur les crimes économiques. Auparavant, elle était à la Sûreté du Québec. Elle fut analyste de renseignement criminel au sein d'escouades enquêtant sur les crimes économiques. Je reçois également M. Francis Paquette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Il est conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Il est détenteur d'une formation en finances durables en partenariat avec Finance Montréal et le Centre Laurent-Baudouin de l'Université de Sherbrooke, université de laquelle il a également obtenu un baccalauréat en psychologie. Sans oublier que l'Université Laval lui a décerné un baccalauréat en enseignement. On aura le temps de faire le tour de toutes ces questions dans notre tête-à-tête. Et pour compléter ce trio, j'ai le plaisir d'accueillir M. Alexandre Thibodeau. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Enseignant d'expérience au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, on le retrouve notamment comme professeur en économie, en histoire, en monde contemporain, et je cesse là la liste parce que l'émission y passerait. Il est détenteur d'un premier baccalauréat en communication sociale et d'un second en histoire, tous les deux décernés par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est également détenteur d'une maîtrise en éducation de l'Université de Sherbrooke. Et si vous fréquentez les terrains de football cet automne, vous le trouverez certainement sur la ligne de touche. À vous trois, merci d'être là. Et je plonge immédiatement dans le sujet qui nous interpelle, à savoir apprendre à gérer nos finances personnelles. On apprend ça où? Et je commencerai avec vous, M. Thibodeau, parce qu'à ma connaissance, vous me corrigerez si j'ai tort, n'ayez crainte, le cours d'économie qui a été proposé en 2017 et intitulé « Éducation financière », c'est le seul de tout le parcours menant au diplôme d'études secondaires. Exact. Si tant est qu'on ne fasse pas le choix d'aller vers un cours professionnel, auquel cas, on manquerait le cours d'économie. Alors, sachant que pour plusieurs élèves, l'obtention du diplôme d'études secondaires, ça veut dire déjà une participation au marché du travail l'année suivante, est-ce que ce cours-là répond suffisamment aux attentes pour les outiller afin de faire face à leur nouvelle vie et je dirais à leur nouvelle autonomie en termes financiers? On part avec ça. Bien, je pense que c'est un très bon premier pas. D'un, il y avait vraiment un manque à ce niveau-là, au niveau du cursus secondaire.
Secondaire 5, comme vous venez de le mentionner, c'est sûr que ça nous coupe des gens qui n'auront pas accès à ces informations-là, à ces cours-là. Je serais tout à fait en faveur de débuter l'éducation financière dès un plus jeune âge, même dès le premier secondaire, par exemple. Donc, graduellement avoir des thèmes qui vont aller jusqu'à des thèmes qui vont toucher davantage les gens. Le marché du travail, par exemple, nos jeunes arrivent dès 14 ans sur le marché du travail. Donc, avoir des informations là-dessus, les normes du travail, leurs droits en tant que tels, tout ce que ça touche, je pense que c'est primordial de les avoir. D'avoir ce cours-là à 16-17 ans, on est déjà entré sur le marché du travail, on n'a pas encore ces informations-là. Donc, je serais en faveur d'étaler ce cours-là. C'est une logistique qui est plus difficile quand on doit, mais qu'est-ce qu'on enlève? C'est tout un casse-tête qu'on peut avoir. Mais c'est quand même un très bon premier pas d'avoir une certaine littératie financière et d'être capable de mettre des concepts qu'on entend à la maison et d'être capable justement de mieux les comprendre et de se préparer pour le futur. Je ne vais pas vous coincer avec une réponse que vous n'avez peut-être pas, mais est-ce que ça ne fait pas un peu ou ça ne pourrait pas faire partie du cours de culture et citoyenneté? Bien, c'est une excellente question. Oui, certainement, on pourrait avoir certains petits éléments là-dedans. Ceci dit, ce n'est pas un cours que j'enseigne. Donc oui, je n'ai pas la réponse exacte à cette question-là, mais je pense que ça pourrait être un véhicule intéressant pour pouvoir très certainement peut-être amener un ou deux petits thèmes, une fois par année peut-être, là, juste pour graduellement les amener vers ce genre d'informations-là. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée, effectivement. Parce que le défi du secondaire, je pense qu'on va rapidement tomber d'accord sur le fait qu'on pourrait commencer plus tôt, ouais. mais c'est la bataille entre les matières pour se partager le nombre de périodes. Alors peut-être qu'il y a une avenue, si ce n'est pas déjà le cas, on la suggère. Chez Desjardins, en tout cas, moi, je me rappelle de ma caisse scolaire et plusieurs générations ont connu la caisse scolaire. Est-ce qu'avec là, la caisse scolaire, les petites enveloppes, ça n'existe plus. On doit faire des dépôts, j'imagine, par Internet. Est-ce que ça s'est transformé? C'est encore présent? C'est encore présent. Ça existe encore, la caisse scolaire. Maintenant, il y a une application pour le faire, pour gérer la caisse scolaire par Internet. Mais effectivement, Desjardins est bien impliqué dans le monde de l'éducation financière au Québec, avec entre autres le programme Mes finances, mes choix, où il y a une promotion de saines habitudes financières, d'éducation à l'épargne, entre autres au crédit, et aussi d'une façon ludique, avec entre autres un jeu qui a été créé par la Caisse d'économie solidaire, pour laquelle je travaille, qui est un jeu qui porte le nom de le responsable, qui permet aux jeunes d'apprendre un peu la dynamique de l'investissement, mais aussi, dans cette dynamique-là, de réfléchir à qu'est-ce que génèrent mes investissements, quels sont les impacts de mes investissements, parce qu'il y en a toujours. Donc, rapidement aussi, de mettre ça en relation dans l'équation, de dire apprendre les finances, avoir des notions de fiscalité, mais aussi d'initier une réflexion sur l'impact de mes choix et l'impact de mes investissements pour moi et pour la société dans le temps. C'est des choses qui se font. Là. Les différents outils dont vous nous parlez, est-ce qu'ils sont accessibles directement à l'élève ou bien on doit passer ou bien par une éducation familiale qui amène ces outils-là ou le professeur ou l'enseignante à l'école qui démontre ces outils-là ou il y a un accès direct? Je vous avoue que je ne sais pas exactement le programme Les finances, mes choix, comment il est géré. Moi, je ne m'occupe pas directement de ça, mais je sais qu'il y a des activités qui sont disponibles pour les élèves du secondaire dans plein d'occasions dans le cadre de ce programme-là. Mais c'est sûr que je pense que c'est pas suffisant non plus pour développer une bonne éducation financière. C'est sûr que l'influence du milieu familial et du milieu proche a un impact très important, là. Je peux me permettre une chose qui est vraiment intéressante au niveau de l'école. Je pense que c'est l'arrimage entre les professionnels et l'école aussi. Depuis 2017, le nombre de gens qui communiquent avec nous, qui nous appellent, qui nous offrent différents projets, différents ateliers, différentes conférences, c'est vraiment intéressant. On doit en refuser parce qu'à un moment donné, on n'a juste pas le temps de tout avoir ça dans nos classes. Mais le nombre d'intervenants qui viennent rencontrer nos élèves, que ce soit un gestionnaire en portefeuille, que ce soit un syndic en insolvabilité, que ce soit n'importe qui, on a énormément de ressources. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir quelque chose de concret à présenter à nos élèves. Je trouve que c'est vraiment un plus. Puis ça, je pense que c'est une très, très belle ouverture de la part de tout ce qui est professionnel en matière de finances pour collaborer avec les écoles. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'à l'AMF, vous offrez ce genre de
de support, soit par des conférenciers qui peuvent se déplacer, ou bien des programmes qui s'adresseraient directement à cette clientèle. Parce que quand on dit AMF, et AMF, c'est Autorité des marchés financiers, on risque de le dire quelques fois pendant l'émission, enregistrez-le. On a tendance que l'AMF, on a tendance à penser que ça s'adresse déjà à des professionnels de la finance, à des grands entrepreneurs ou des grandes entrepreneurs. Alors, est-ce qu'il y a un programme pour rejoindre les élèves? Oui, absolument. On les rejoint de 3 façons. On a une section de notre site qui s'adresse aux jeunes, qui s'appelle Tes affaires, dans lequel il y a du contenu qui est adapté aux jeunes. On a aussi des partenariats, notamment avec le secrétariat à la jeunesse. Puis notre dernière implication auprès du secrétariat à la jeunesse visait des relayeurs. Donc, on passe au Carrefour Jeunesse Emploi. On disait que certains jeunes n'ont pas accès, par le secondaire 5. Donc, Carrefour Jeunesse Emploi, d'autres intervenants qui travaillent avec des jeunes, on leur fournissait des bagages d'informations à transmettre qui étaient faciles à relayer pour eux. Donc, ça a été, on a fait ça pendant 4 ou 5 ans, je crois, vraiment le tour du Québec avec ces informations-là. Puis, on a une initiative qui s'appelle la Stratégie québécoise en éducation financière. Sûrement qu'on pourra en reparler. Donc, ça, c'est vraiment un effort de concertation à travers différents partenaires. Puis, dans le cadre du plan d'action en cours, on a un comité sur les enseignants de secondaire 5 qui sont venus nous dire on n'est pas toujours à l'aise d'enseigner le cours d'éducation financière. Certains d'entre eux n'ont pas eu le cours d'éducation financière, ils ne se sentent pas outillés. Donc, le comité est en train de mettre en place du contenu qui va être relayé aux professeurs par un site qui s'appelle, vous pourrez m'aider probablement, qui met à la disposition des professeurs du matériel d'éducation. Le récit, le récit, un univers social. Oui, exact. Exact. Donc, pas que l'autorité, donc il y a différents organismes gouvernementaux qui aussi vont pouvoir contribuer, Revenu Québec, Retraite Québec, etc., donc pour alimenter les professeurs. Puis moi, je me permettrai un aparté. C'est sûr que peut-être que seulement le cours en secondaire 5, ça peut paraître limité, mais je pense que plus les professeurs eux-mêmes vont intégrer des notions de littératie financière, plus ils vont être à même spontanément d'en intégrer dans d'autres cours. Ça peut être des cours de mathématiques ou autres, parce qu'ils seront eux-mêmes à l'aise avec ces concepts-là. Donc, peut-être que dans le futur, on peut espérer ça également. J'ai l'impression que l'AMF est en train de développer un bras de conseiller pédagogique qui est malheureusement peut-être un peu disparu ou pas suffisamment présent parce que c'est un cours dans tout le cycle du secondaire. Mais la première chose qui me marque d'abord, merci, on est en train de découvrir qu'il y a des outils. Donc, pour apprendre ça, il va falloir peut-être apprendre à départager le bon grain du mauvais, parce que qui dit recherche sur Internet dit le meilleur et le pire en même temps. Alors, c'est quoi les portes d'entrée? C'est les institutions financières? C'est l'AMF? Est-ce que vous avez des suggestions? Quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je ne l'ai pas eu, le cours en 5e secondaire. J'aimerais ça m'outiller, avoir un minimum de connaissances pour gérer mes finances personnelles. Je vais où, comment? Moi, je peux vous dire que ça dépend à qui vous parlez. Ouais. On vient de faire un petit sondage dont les résultats ne sont pas encore publics, mais je vais vous couler un peu d'informations. On a demandé aux gens si vous aviez 1 heure à consacrer à de l'éducation financière, de quelle façon, par quels moyens voudriez-vous obtenir l'information? C'est exactement ma question. C'est exactement votre question. Donc, évidemment, les plus jeunes ont le goût de capsules en ligne, de tout ce qui est transmis par les réseaux sociaux, les influenceurs financiers, etc. Les gens un peu plus vieux aimeraient des consultations en personne, en bipède, pour parler à quelqu'un. Ceux qui sont d'âge moyen aiment les médias traditionnels. Donc, ça peut être la radio, la télévision, des journaux. Donc, je pense qu'il faut s'adapter. Puis, c'est sûr que tout le monde a sa place dans l'écosystème d'éducation financière. Je pense que les gens du privé, les gens des jardins qui ont vraiment un beau rayonnement, notamment, il y a les profs, il y a les OBNL. Tout le monde contribue à rejoindre d'une façon ou d'une autre le citoyen qui est à la recherche d'informations. Je pense que les gens doivent consulter et puis aller poser des questions.
Tout le monde a un compte dans une institution financière quelque part. Tout le monde a accès à un minimum de conseils financiers gratuits ou inclus par son point d'ancrage avec cette institution financière-là. Puis je trouve ça intéressant quand même, ce nouveau cours-là. Puis ce qui se passe, c'est intéressant l'effet que ça peut amener aussi sur les parents, parce que les jeunes qui entendent des choses, qui amènent des éléments à leurs parents, qui peuvent amener des réflexions, après ça, mais il faut que ça se traduise par une rencontre dans le bureau d'un conseiller financier. Et là, le rôle du conseiller financier, puis le rôle de l'éducation, il est central. Et puis, disons, des fois, peut-être escamoté un petit peu d'une façon un petit peu rapide en accent sur le besoin qui est mis de l'avant par la personne. Mais l'idéal, c'est d'avoir une discussion ouverte avec un conseiller financier pour être en mesure d'approfondir un peu les situations puis de permettre de réfléchir à voici les éléments de risque, voici les éléments qui pourraient être optimisés dans votre structure financière à votre bénéfice à vous, à vos proches, pour maintenant puis pour le long terme. Mais ça se fait par une discussion et par une discussion qui peut s'échelonner aussi sur une certaine période de temps. Mais je pense qu'il faut consulter et puis aller chercher l'avis de professionnels et de remettre en question peut-être aussi des fois des choses qu'on se fait dire. Il y a une panoplie de professionnels dans le milieu. Donc, des fois, si on a l'impression aussi qu'on n'a pas des réponses qui nous conviennent ou autres, on peut tout à fait aller consulter quelqu'un d'autre. Là. Mais conseiller un conseil financier, je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est un très bon point de dire, valider, en fait, puis aller chercher cette validation-là. Tout d'abord, on a tendance, comme vous l'avez mentionné, d'aller vers ce avec quoi on est à l'aise, que ce soit par les médias sociaux, par les professionnels, peu importe. Mais une fois, puis surtout, je pense, pour les médias sociaux, c'est tellement morcelé puis éparpillé que c'est facile de prendre une information puis de partir avec et de dire, bien, c'est donc un fait. Donc, surtout, c'est ce que je dis aux jeunes, quand ils font leur recherche, quand ils s'informent sur différentes plateformes, valider vos sources. Je pense que ça en fait partie. Puis l'autre chose qui est intéressante, je pense, puis je me rappelle une formation qu'on a eue à l'époque sur le REGOP. Donc, avoir des professionnels... Régime enregistré de... REGOP, c'est le fonds de pension de la fonction publique. De la fonction publique. Donc, d'aller avoir justement un professionnel qui vient rencontrer les gens en milieu de travail sur des ateliers qui sont spécifiques à eux peut-être, donc dans différents milieux de travail, cibler donc des ateliers, des enjeux, des problématiques, avoir une éducation après l'éducation, une formation continue en fait, vraiment ciblée sur différents milieux de travail. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait aussi, puis qui amène une bonne crédibilité aussi, une bonne valeur en fait, là, par des professionnels qui vont aller chercher à rencontrer ces clients-là. Votre échange génère des milliers de questions dans ma tête. Je vais essayer de les ordonner et revenir à la clientèle dont on parlait au début, qui est ceux qui commencent là, à gérer leurs finances personnelles et ne savent pas trop par où le prendre. Vous avez déjà mis la piste des institutions financières, de l'AMF qui s'occupe de la question. Mais les premiers réflexes de cette génération-là, c'est Internet. C'est Internet, c'est bon nombre d'influenceurs qui nous présentent leurs conseils financiers. Comment savoir si c'est vrai, si je devrais m'y fier ou pas. C'est aussi beaucoup de questions posées à l'intelligence artificielle où les robots conversationnels nous répondent parfois avec l'impression qu'on est en train de dialoguer avec un véritable planificateur financier, ce qui est vraisemblablement pas le cas. Je me retourne vers vous en disant, bien sûr, avec la nouvelle stratégie d'éducation financière, il y a un volet éducatif, mais j'imagine que l'AMF a aussi un volet protection du public pour éviter ou limiter ces dérives-là. Ça consiste à quoi et comment je peux me protéger? Comment je peux trouver ces mesures de protection qui m'assureront de faire les bons choix si je vais naviguer sur Internet? Évidemment, effectivement, l'AMF a un mandat d'assistance à la clientèle, de protection du consommateur et d'éducation financière. L'AMF encadre les marchés financiers puis exige des acteurs du monde de la finance d'être inscrits auprès de l'autorité. Donc, je suis certaine que vous êtes inscrit pour faire ce que vous faites en bonne et due forme. Ça paraît très mal que vous ne soyez pas. Donc, on a un registre public qui est consultable sur Internet. Quand quelqu'un vous propose un produit ou un service financier, il doit être dans le registre. Si vous n'êtes pas sûr, vous appelez notre service d'assistance, qui est le centre d'information, qui est un centre d'appel. Puis, il y a quelqu'un de très motivé et compétent qui va faire la vérification avec vous. C'est quelqu'un qui va nous répondre? Oui, un bipède qui répond
C'est déjà une marque de confiance. Non? J'ai l'air de faire une boutade, là, mais entre quelqu'un qui nous répond et puis un message enregistré, même si l'information est la même, la perception n'est pas la même. Ouais. En fait, il y a deux volets. En tout cas, je catégoriserais votre question en deux volets. Il y a les influenceurs financiers, admettons, qui sont en ligne, qui sont des personnes physiques. S'ils donnent des conseils spécifiques, ils devraient être inscrits au registre. Après ça, il y a des gens qui vont donner des conseils d'hygiène financière, faire un budget, etc. Ça ne demande pas une inscription particulière. Maintenant, demandez-vous, est-ce que cette personne-là a des compétences pour me donner ce genre de conseils-là, même s'ils sont généraux? Il y a une publicité en cours actuellement qui me plaît beaucoup où Grégory Charles donne un cours de piano, puis ensuite, il y a une athlète, Mme Dufour-Lapointe, qui donne un cours d'entraînement. Évidemment, on veut parler à quelqu'un qui s'y connaît, pas juste quelqu'un qui nous démontre qu'il fait beaucoup d'argent, qui a fait des profits rapidement. Ça, c'est des signaux d'alerte rouges. La personne devrait nous parler de ses compétences, devrait en même temps nous parler des risques puis des limites de ses conseils. Ça devrait faire partie de son éthique de travail. Donc ça, c'est une première chose. Et on a fait une opération l'été dernier à l'Autorité où le groupe d'enquête, la direction des enquêtes, a contacté des influenceurs financiers en disant « Est-ce que vous connaissez les limites que vous pouvez que vous ne devez pas franchir finalement à titre d'influenceur financier? » Et dans certains cas, selon leurs évaluations, ils ont retenu certains cas en enquête, ceux qui étaient plus problématiques. Donc, ceux qui vous démontrent leur richesse, leur belle voiture, puis qui vous disent qu'ils ont un investissement qui va vous faire beaucoup d'argent, ceux-là, c'est vraiment alerte rouge. Maintenant, en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, il y a deux volets. Il y a l'industrie qui utilise l'intelligence artificielle, évidemment, comme partout ailleurs, ça a certains bénéfices. Et l'Autorité, déjà depuis quelques années, suit ça de près, puis a fait une série de recommandations déjà en amont pour essayer de contrôler le risque de ces outils-là. Après ça, il y a le consommateur qui va en ligne chercher de l'information, qui pose des questions. Et là, c'est l'esprit critique dont on parlait tout à l'heure, la capacité, ce qu'on appelle la littératie numérique, la capacité des gens à valider l'information. Et c'est démontré, les gens, tout le monde, a tendance à prendre la première réponse puis partir avec. On parlait de ballon, on parlait de football tout à l'heure. J'ai toujours l'image du ballon de football avec lequel on part. Donc, il faut développer ce muscle-là. Mais c'est vrai en toute matière. Oui, c'est vrai si vous cherchez de l'information sur votre santé physique, c'est vrai à tous égards. Donc, je pense que ça fait partie certainement des choses aussi que vous enseignez au secondaire. Oui. Donc, on est là-dedans avec l'intelligence artificielle. Moi, je veux juste vous dire qu'il y a quelque chose que je trouve quand même très positif dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des gens qui ne feraient pas le geste d'aller consulter, qui ne feraient pas la démarche. Puis ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est intéresser les gens à leurs finances personnelles. Puis si le fait de pouvoir le faire dans l'intimité de leur salon, poser la question qu'ils sont gênés de poser à un professionnel, leur permet de se faire une tête, de s'articuler, d'avoir le bon vocabulaire et ensuite de rencontrer un professionnel plus confiant pour aller chercher de l'information, bien, je pense qu'il y a du mérite aussi dans cette opportunité-là. Bon, ça commence à s'éclaircir. Mais vous avez ouvert la porte sur l'importance d'avoir un conseiller financier. Oui. Et là est venue aussi 1000 questions. Et je me disais, en supposant que j'y pense, là, que dans mon cheminement, je suis rendu à dire « Ah, je devrais peut-être consulter, prendre un rendez-vous avec un conseiller financier ou une conseillère. » Comment je le choisis? Parce que j'ai l'impression que peu importe l'institution à laquelle appartient le conseiller en question, je peux avoir le réflexe de dire « Oui, bien lui, il va vouloir me vendre ses trucs, là, il travaille pour telle entreprise ou telle entreprise. » Alors, comment je fais pour choisir un conseiller financier et comment je fais pour savoir que je peux lui faire confiance? Bien, pour lui faire confiance, on peut effectivement aussi utiliser les services de l'AMF, premièrement, pour s'assurer que la personne est inscrite puis a des compétences au niveau de la loi, là. Je pense que c'est le gros minimum. Donc, si je vais à l'AMF, je trouve votre nom. Oui, tout à fait. Là, on fait... Dans 2 catégories distinctes. Monsieur Paquette et patenté. Oui, c'est ça exactement, patenté. Mais comment on choisit? Je dirais qu'il y a un petit peu d'y aller à tâtons, parce que nécessairement, c'est un peu par essai-erreur. C'est sûr que la voie d'entrée la plus simple, c'est d'appeler l'institution financière avec laquelle on fait affaire et puis de prendre un rendez-vous. Et puis là, on va avoir un rendez-vous avec un conseiller financier quelconque, mais ça va permettre d'initier la discussion. Mais
pour trouver la bonne personne, c'est que le conseil financier, c'est quelque chose de très simple, mais très complexe en même temps, parce que c'est l'humain qui est au cœur. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut trouver un conseiller financier qui est capable de nous mettre en confiance, qui est capable de nous écouter, de ne pas nous juger et de ne pas non plus prétendre avoir de solutions toutes faites. Ça, c'est déjà une autre lumière rouge. Une autre lumière rouge. Et j'ajouterais, avec les plus jeunes, c'est aussi rapidement, à mon avis, il faut déconstruire l'importance du produit financier. Et puis moi, c'est ce que je vois avec les plus jeunes, c'est on parle de produits financiers sur les réseaux sociaux, sur Internet, on parle de produits financiers. Bon, tel produit a eu un rendement astronomique, j'ai fait fortune. Bon, tant mieux. Mais le produit... Si c'est vrai. Si c'est vrai, ça, c'est autre chose, mais effectivement, si c'est vrai. Mais le produit financier, dans une démarche de planification financière et de saine gestion de ses finances, le produit financier arrive assez loin dans la discussion. Hein, ce n'est pas le produit financier qui est l'élément important. C'est la situation de la personne, c'est ses besoins, c'est ses aspirations, c'est de mettre en place d'abord et avant tout des mécanismes de sécurité, donc d'avoir, par exemple, un fonds d'urgence pour pouvoir pallier aux imprévus, pour ne pas se ramasser le bec à l'eau parce qu'on a investi ses liquidités dans des placements hyper liquides. Et puis, on a une mauvaise passe, on ne peut plus y toucher, puis on a un imprévu. Donc, on commence par bâtir un élément de sécurité. Après ça, on réfléchit à nos besoins, puis nos objectifs financiers. Et puis après ça, on embarque dans un produit qui va répondre à ces objectifs, ces besoins-là, puis aussi qui on est comme investisseur. Puis qui on est comme investisseur à 17, 18, 19 ans, fort probablement qu'on sera un investisseur différent plus tard dans sa vie. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui évolue dans le temps. Et puis, idéalement, c'est d'avoir un conseiller qui est capable de s'adapter aussi dans ça, puis qui accompagne bien la personne. Tu sais, je pense aussi au niveau personnel. Je pense être capable d'avoir un match de personnalité, d'être capable d'avoir une personne. Je me rappelle le conseil que j'ai actuellement, puis qui est fantastique. Notre première rencontre, on a passé 1 heure sans se parler de finances. Juste apprendre à se connaître, apprendre c'est quoi nos objectifs de vie, c'est quoi nos valeurs. Puis juste ça développe une confiance, je pense, qui est intéressante. Puis comme un médecin de famille, on veut avoir une personne à qui on parle, qui a nos intérêts à cœur, puis qui va nous aider avec ce qui on est et non ce que lui veut nécessairement. Donc, je pense que ça, c'est un autre point intéressant. Je pense au niveau personnel, avoir un bon match, un bon jumelage. Ça veut dire qu'on est en train de déboulonner un mythe. Là. C'est-à-dire pour rencontrer un conseiller financier, il ne faut pas nécessairement déjà avoir de l'argent à investir. Il faut être entré sur le marché du travail et vouloir planifier son avenir pas à pas, avec d'abord des mesures de sécurité et autres. Là. Ça veut dire que je reviens à ma clientèle jeunesse, j'obtiens mon premier emploi, j'ai mes premières payes, je paye mes premiers comptes, j'ai ma vie, je suis autonome. Je peux déjà mettre dans mon plan qu'éventuellement, rencontrer un conseiller financier, ça pourrait m'aider à planifier non seulement le long terme, là, parce que jeunes entendre parler de retraite, c'est souvent pas très excitant. On ne le savait pas du tout. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on n'envisage pas, à moins d'y arriver à un moment donné. Là. Mais donc, on peut faire ce premier pas, même en sachant qu'on n'a pas dans nos goussets des sommes à investir. Tout à fait. Moi, je pense que oui. Puis même, au-delà de tout ça, à 18 ans, quand on peut s'ouvrir un CELI, un CELIAP, je pense que ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire. On va juste définir CELI. Oui, excusez-moi, un compte d'épargne libre d'impôt ou compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à une première propriété. Donc, c'est 2 comptes d'investissement qu'on peut, pour différents projets. CELIAP, qui est tout nouveau, je pense que c'est 2 ans que ça existe, je ne me trompe pas, 3 ans. Donc, c'est un tout nouveau compte pour aider les jeunes à épargner pour une future propriété. Donc, justement, à 18 ans, quand on peut légalement ouvrir ce compte-là, aller rencontrer un conseiller puis voir, bien, c'est quoi mes projets à court, moyen, long terme, créer cette relation-là et surtout prendre l'habitude de valider avec un conseiller, donc de voir un professionnel pour nous aiguiller. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire à un jeune âge. Oui. Voir un professionnel aussi pour s'investir soi-même dans ça, parce que je pense qu'une des meilleures façons d'apprendre, c'est aussi de mettre les mains à la pâte. Donc, de s'intéresser, de poser des questions et de mettre les mains à la pâte aussi à ses propres finances personnelles, par exemple, en faisant un budget. Pas nécessairement pour tout comprendre dans les fins détails, mais pour
savoir l'argent que je dépense, il s'en va où, pour mieux connaître ses habitudes, fait que pour mieux se connaître aussi comme personne. Et puis, bon, là, c'est peut-être un petit peu gros, mais d'impliquer les jeunes dans leur rapport d'impôt, moi, je trouve ça extrêmement intéressant puis très, très éducatif. Puis même, éventuellement, peut-être qu'ils vont pouvoir le faire eux-mêmes, mais de les impliquer dans la confection du rapport d'impôt, puis qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne. L'imposition, les crédits d'impôt, les mesures qui permettent de différer de l'impôt ou d'enlever de l'impôt. Ça, c'est un élément vraiment majeur qui permet, je trouve, sur le long terme, d'avoir une meilleure maîtrise de ses finances personnelles. Je vous confirme que l'impôt, quand les jeunes prennent conscience du poids de l'impôt, je vous dirais que c'est un des moments les plus savoureux dans une classe. Quand ils constatent à C'est quel bien la seule point... place. Quand ils constatent à quel point, OK, on paie à ce point-là d'impôt, mais puis après, on explique le pourquoi, les services, tout ça, mais ça reste qu'effectivement, l'impôt, c'est une très, très belle porte d'entrée, je pense, pour montrer aux jeunes la valeur du travail, la valeur de l'argent gagné, puis tout ce que ça implique. Je pense effectivement que c'est une très bonne idée. Oui. Excusez-moi. Moi, si je peux rebondir, il y a un élément que vous avez mentionné sur l'expérimentation, le fait de prendre action. L'indice de littératie financière qui effectivement repose sur des données de 2021 qui a été publié en 2022, démontre que ils l'appellent l'indice de littératie financière appliqué parce qu'ils ont pu démontrer que c'est les gens qui avaient le plus de produits financiers qui avaient le meilleur niveau de littératie financière. Donc, on apprend en acquérant des produits financiers. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est souvent la carte de crédit qui vient avec une première voiture. On se dit, s'il se passe quelque chose, je vais avoir un petit un outil pour me dépanner. Mais il y a, souvent, on travaille en étape de vie, en éducation financière. En tout cas, notre mois de la littératie financière va être basé là-dessus cette année. Donc, le premier emploi, vous parlez de fiscalité, c'est intéressant. Pourquoi ma paye est ponctionnée d'un montant? Je veux savoir pourquoi, comment. Après ça, le premier appartement. Est-ce que ça prend des assurances? Dans un premier appartement, est-ce que ça prend absolument ça ou pas? Puis, il y a toutes sortes d'autres notions légales qui vont autour de ça, le premier enfant, puis la planification de la retraite. C'est 4 grands thèmes, mais il y en existe plusieurs autres. Puis, ce qui a été démontré, c'est que les gens apprennent quand ils sont rendus à consommer le produit financier. Tu sais, on parlait de retraite tout à l'heure. C'est sûr que dans vos classes, ça ne doit pas lever tellement quand il est question de retraite. Je vous confirme. Bon, voilà. L'imposition, pourquoi c'est intéressant? Parce que, c'est concret. Exact. Dès qu'ils ont un emploi, ils regardent le chèque de paie arriver puis sont un peu déçus parce qu'il en manque. Pourquoi on m'enlève ci, pourquoi on m'enlève ça? On ne le comprend pas. Exact. Mais et je pense que juste de comprendre, ça fait un peu passer mieux la pilule, dans le sens que, OK, là, je le vois pourquoi, puis là, je le comprends, mais ça reste effectivement un moment là, privilégié versus la retraite, que pour eux, c'est absolument abstrait. Là. Je veux dire, on n'est même pas encore sorti du secondaire, on parle de retraite. Pourquoi? Mais pourtant, on aurait intérêt à le faire quand même. Oui, c'est ça. On sait ça. Est-ce que, parce qu'il y a toujours le rêve de plusieurs de dire « Ah, j'aimerais ça devenir riche ». Comme plusieurs souhaitaient devenir artistes, maintenant, on veut juste être populaire. L'important, c'est qu'on passe à la télé, mais pas la carrière qui vient avec nécessairement. Mais il y a beaucoup sur le net cette idée de devenir riche. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre épargne et investissement? Ah, tout à fait. Ce serait quoi? Oui, fondamental. En fait, l'épargne, c'est d'abord et avant tout la gestion budgétaire. Donc, c'est être capable de générer des surplus dans les montants qu'on reçoit, donc dans ces flux de trésorerie. Entre les revenus et les dépenses, il faut qu'on balance. Il faut qu'il y ait du surplus. Puis c'est la base d'une saine gestion. Je veux dire, pour arriver, il faut qu'on dépense moins que ce qu'on gagne. Ça, c'est la base. Puis en fait, on n'a pas beaucoup de modèles de ça, par exemple, non, dans nos gouvernements supérieurs. Non, mais c'est beaucoup moins populaire, effectivement, que l'investisseur vedette qui fait des millions avec différents types d'investissements. Mais je pense que la vraie façon de se construire une richesse future, c'est par l'épargne d'abord et avant tout, avant l'investissement, et par la mise en place de bonnes habitudes d'épargne. Et puis, des fois, avec les plus jeunes, il n'y a pas nécessairement... La retraite, justement, c'est assez contre-productif comme exemple avec les plus jeunes parce que c'est tellement loin que ça ne les rejoint pas. Mais moi, je parle beaucoup de liberté. Donc, pourquoi on va épargner? Bien, pour s'acheter de la liberté. Parce que, bon, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de projet concret
d'avoir besoin de sous éventuellement pour faire quelque chose, mais dans 3 ans, il va se passer quelque chose dans ta vie, tu ne le sais pas encore, mais tu vas vouloir concrétiser telle chose. Puis si tu n'as rien mis en place pour accumuler de l'épargne, bien, tu ne pourras pas. Puis ça, c'est positif parce que ce serait pour réaliser un projet, mais on sait qu'environ le tiers des répondants, en tout cas un sondage que j'ai consulté de l'OCRI, l'Organisme canadien de réglementation des investissements, un tiers des répondants ont vécu un événement de vie qui a gravement affecté leur situation financière. Et ça, c'est pas toujours et souvent pas prévisible. Donc, ça peut être relié à la santé, des séparations, une perte d'emploi, etc. Donc, s'il n'y en a pas beaucoup de côté, non seulement on n'accède pas à un rêve, un projet, ce que je trouve beaucoup plus positif comme piste, soit dit en passant, mais aussi on peut se ramasser dans le trouble assez rapidement où on va être obligé de s'endetter pour passer au travers ces périodes-là. Et ça, c'est une spirale. Tu sais, je pense que quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est tabler justement sur l'épargne systématique. Montrer justement aux jeunes, tu commences à avoir un revenu, prends un 10 Ça peut être un 20 30 mais prends l'habitude, développe ce réflexe-là de prendre une somme et de la mettre de côté, d'épargner cette somme-là. Même si, effectivement, il n'y a pas un projet qui va être concret, mais c'est une habitude qu'on développe jeune puis qu'on va maintenir à l'âge adulte, on l'espère. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est plus concret pour les jeunes de voir développer cette habitude-là versus travailler sur un projet qui, pour eux, est aucunement significatif. C'est curieux, je vous écoute et ça fait plein de sens. Excusez l'anglicisme, mais je me dis, comment se fait-il que des choses qui sont aussi d'apparence aussi évidentes, on se retrouve avec des statistiques où une bonne majorité de Québécois et de Canadiens vivent d'une paie à l'autre. Et puis la dernière statistique qui est sortie il y a quelques semaines, c'est 50 de la population québécoise qui était à 200 $ de la faillite. Là, ça veut dire que le micro-ondes nous lâche et puis, ben voilà, on est en difficulté financière. Bon, là, on ne parle pas de perte d'emploi et de situations difficiles, de cancer qui vous empêche de travailler. Là. Le courant, on n'est pas capable de... Alors, ce fonds de prévoyance dont vous parliez tantôt, est-ce que lui, c'est celui qu'on constitue avec l'épargne ou si c'est un premier objectif qu'on essaie de vendre à une jeune clientèle en disant tu devrais pouvoir survivre avec tes économies? Combien de temps, un fonds de prévoyance? Idéalement? Bien, la règle de base en planification financière, on parle de 3 mois de dépenses. Des fois, on parle jusqu'à 6 mois de dépenses à maintenir dans un fonds d'urgence. Et puis, idéalement, de ne pas miser sur le crédit pour ça, là, que ce soit vraiment de l'argent comptant disponible demain matin, pas fluctuant, donc pas investi dans des placements risqués. Donc oui, ça c'est la base de l'épargne. Il faut mettre ça en place en premier avant d'aller plus loin. Et ça se vend? À un jeune? Je trouvais déjà très intéressant votre rêve de liberté pour plus tard. Là, parce qu'il y a même tout un courant de je mets plein d'argent de côté, je m'épose une vie de simplicité volontaire pour prendre, pas une retraite, mais pour changer mon mode de vie le plus tôt possible. Là. Je ne me rappelle pas du nom de ce courant, mais ça me reviendra. Un FIRE. Oui, voilà, merci. Ça, j'ai l'impression que ça peut faire rêver des jeunes, mais construire un fonds de prévoyance, j'imagine qu'on ne gagne pas des adeptes avec ça. Bien, il faut aussi démontrer avec des exemples. Donc, le fonds de prévoyance, c'est une protection en devenant qu'il arrive quelque chose. Tantôt, vous avez parlé d'une première voiture, mais quand on achète une voiture, on l'assure. Quand on signe un premier loyer, on assure notre appartement. Pas parce que le risque est élevé, parce que les conséquences, s'il arrive quelque chose, vont être très élevées, les conséquences financières. Donc, le fonds de prévoyance, c'est la même chose. C'est une mesure, c'est une forme d'assurance d'une certaine façon. C'est une mesure qu'on met en place pour se protéger nous-mêmes. Donc, par des exemples. C'est plus si on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on s'expose à quel risque? Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais on s'expose à des risques. Puis ça, c'est un des éléments importants de la planification financière. Si ça n'arrive pas, ces sommes-là nous appartiennent. Oui, tout à fait. Et ont quand même fructué pendant ce temps-là. On n'a pas à prendre du crédit pour sortir du trouble. On a de l'argent qu'on a épargné nous-mêmes. Ça, il y a un poids aussi là-dedans. Là. Oui, puis c'est ça prend de l'exemple pour je pense, pour attirer les jeunes aussi. Entre autres, quand on parle, par exemple, d'effets d'investissement dans le temps, d'intérêts composés, bien, démontrer, par exemple, des fois, je trouve qu'on voit beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux avec des montants faramineux, là. Mais disons qu'on peut faire des exemples avec des montants plus petits, par exemple, 50 000 $, mais si je mets tel montant par mois de côté, avec un rendement hypothétique de 5 bien, combien de temps ça va me prendre pour accumuler ce montant-là? Donc, si je commence maintenant, je vais avoir mon 50 000 à tel âge. Et puis, si je veux avoir le même montant
à cet âge-là, mais que je commence dans 3-4 ans, bien, quel montant il va falloir que je mette à tous les mois, il va être beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'on peut amener avec des exemples. Puis je vous dirais, ce qui est un petit peu difficile, en tout cas avec la clientèle que je côtoie, les jeunes commencent à travailler, commencent à avoir un revenu, n'ont pas d'obligation. Donc là, soudainement, on a un pouvoir d'achat et on veut en profiter. On veut justement, bien, hey, j'ai un salaire, je vais aller au restaurant, je veux aller sortir. Donc, l'idée, je pense, puis je fais toujours un petit sondage, une petite discussion à propos de ça dans mes cours, bien, qui ici se voit comme une personne qui va dépenser sa paie, qui va la mettre de côté? Puis je vous dirais, la plupart des jeunes sont dans le dépense, mais pas tout. Mais il y a quand même un bon pourcentage de jeunes qui ont une insouciance par rapport à ça. Bien, c'est mon argent, allons-y. Alors que très, très peu de jeunes ont le réflexe de mettre une bonne part de leur revenu de côté alors qu'ils n'ont pas d'obligation. Moi, j'ai une question pour vous qui côtoyez beaucoup de jeunes. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité, puis je veux le dire comme il faut, mais à des parents qui ne donnent pas de responsabilité financière à leurs jeunes? Parce que quand tu n'en as pas de responsabilité financière puis qu'il y a de l'argent qui rentre, Absolument. en quoi tu apprends à gérer tes priorités, dire ça, c'est un besoin, je le veux vraiment. Puis on fait des choix toute notre vie. Là. On est d'accord que notre choix n'est pas le choix du voisin tout Absolument. le temps. Puis c'est pas toujours du grain entier. Tu sais, des fois, il y a le côté givré et c'est correct, c'est notre argent. Mais j'ai le sentiment que quand tu es jeune, si tu n'as pas une certaine responsabilité dans la gestion de ton argent, c'est plus difficile plus tard de l'inculquer, la valeur de l'argent. Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que c'est primordial. En fait, c'est oui, l'école a un rôle, oui, les professionnels ont un rôle, les parents aussi en ont un. Puis, encore une fois, ça revient à, on parlait tantôt, M. Aubin, où vous mentionnez, bon, un Québécois sur 2 est à 200 $ d'insolvabilité. Donc, c'est pas tout le monde, visiblement, qui est à l'aise nécessairement de pouvoir assurer un suivi ou une certaine rigueur financière. Donc, oui, c'est sûr que dans un monde idéal, absolument d'accord avec vous, je pense que le rôle du parent, c'est aussi de responsabiliser les jeunes par rapport à ça, de leur donner des responsabilités, de leur donner des dépenses qu'ils doivent assumer. Puis ça, je suis absolument d'accord avec vous. Ceci dit, c'est difficile, j'imagine, à mesurer. C'est difficile d'aller chercher toutes ces informations-là quand on n'a pas nous-mêmes cette littératie financière-là et qu'on n'a peut-être pas été élevé comme ça aussi. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que si on peut un peu le trianguler, école, maison, professionnel, je pense que c'est comme ça qu'on va, tranquillement, pas vite, augmenter le niveau de littératie financière du Québec. Je pense que ça prend un travail concerté de tous les acteurs pour pouvoir arriver à quelque chose de mieux. Puis, moi, je rajoutais d'autres tentacules. Là. Vous avez créé un trio, mais on parlait d'influenceurs financiers. Il n'y en a pas que des mauvais non plus. C'est vrai. Puis, nous, notre préoccupation première à l'AMF, c'est d'intéresser les gens à leurs finances personnelles parce que tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais on sait ce qui se passe s'il n'y a pas le goût d'y aller. Puis, je me dis, bien, peu importe de qui ça vient, puis je vais nommer aussi le privé qui a de grandes capacités financières pour rejoindre des clients en termes de mise en marché. Et c'est super parce que c'est de l'information qui se rend dans les foyers. Puis ensuite, il y a les influenceurs financiers pour ceux qui côtoient, qui sont plus sur les réseaux sociaux. Après ça, notre tâche, c'est de ramener, une fois que les gens sont bien intéressés, de les ramener vers des sources sûres pour contre-vérifier. Donc, ça peut être des professionnels de l'industrie, des profs, le site de l'autorité qui est supposé d'avoir des informations. Puis, il n'est pas supposé. On a de l'information. Pour l'avoir visité, il y en a plusieurs. De l'information, mais surtout qui est objective et indépendante. Donc, je pense que c'est vraiment un écosystème qui est... Plus il est riche, plus on en parle. Absolument. Plus on avance dans la littératie financière, le niveau de littératie financière moyen. Absolument. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est les gens qui se ferment les yeux et qui reportent à plus tard. Ouais. Ça, c'est difficile. Mais pour les jeunes qui s'intéressent, mais qui ne savent pas trop par où le prendre, puis quand on leur parle d'épargne, puis là, oui, on veut consommer du plaisir rapidement et tout ça, puis il faut le faire aussi. Mais moi, j'aime bien aussi l'adage de Warren Buffett, qui est quand même un des plus grands investisseurs de tous les temps, là, qui mentionnait que d'une façon stratégique, on devrait mettre tout le temps le tiers de ses revenus de côté. Et puis ça, bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bien, c'est facile pour ceux qui gagnent beaucoup, mais c'est quelque chose qui évidemment, qui peut être un objectif, mais c'est possible pour tout le monde. Puis dans le système fiscal au Québec,
les gens qui ont les plus faibles revenus ont quand même des mesures des mesures fiscales, sociales qui sont extrêmement intéressantes et des mesures qui ont des impacts encore plus positifs quand on utilise bien la fiscalité dans sa stratégie financière. Puis avec les plus jeunes, je pense que le régime épargne-études, c'est une mine d'or comme élément avec lequel partir pour des discussions, parce que les plus jeunes peuvent poser des questions à leurs parents sur... S'ils n'en ont jamais entendu parler, est-ce qu'il existe un régime à mon nom? Pour les parents aussi, le moment venu. Ben oui, c'est ça, mais est-ce qu'il en existe un régime à mon nom? Non. Bien, allons en ouvrir un. Et puis, il y a des subventions qui sont disponibles pour des gens à plus faible revenu, même sans aucun apport financier dans le compte. Donc, c'est des régimes extraordinaires. Et puis, même après ça, une fois que le régime existe, pour le jeune qui est mineur, ça peut même être une initiation à l'épargne. Donc, le jeune peut cotiser dans son propre régime pour, après ça, bénéficier de montants pour financer ses études postsecondaires. Donc, le régime épargne-études, c'est vraiment un bel outil aussi, mais c'est un outil qui est fiscalement très complexe. Fait que là aussi, à un moment donné, il faut discuter avec un conseiller financier pour comprendre correctement de la façon que ça fonctionne. Donc. Écoutez, le temps file à une vitesse folle, et on démystifie plein de mythes au cours de cette émission. J'adore ça. Mais j'aimerais ça faire un dernier tour... avec des questions sprint. Alors, je vous laisse une question courte et vous avez 30 secondes, 1 minute chacun pour répondre sur ce sujet-là. Je suis sûr qu'on va apprendre des affaires. Première question et premier arrivé, premier servi au moment des réponses. L'allocation hebdomadaire offerte par les parents aux enfants, est-ce que ça ne devrait pas être lié à un apprentissage du budget? Je peux commencer. Absolument. Bien, en fait, oui, je suis d'accord. Je pense que ce serait bien. Puis non seulement l'allocation, mais aussi, j'aime pas tant le mot allocation que plutôt, tâche dans la maison. Donc, on irait chercher la fameuse responsabilisation. Donc, fais quelque chose, je te rémunère, mais aussi, donc, tu as un projet, on va budgéter ce montant-là, combien tu as besoin. Oui, je suis d'accord. Je pense que budget et allocation, ou du moins petit revenu pour les enfants, devraient aller ensemble. Bien, budget, oui, c'est intéressant. C'est une façon, mais je reviens un peu au concept de peut-être leur donner des responsabilités financières pour qu'ils décident un peu, qu'ils fassent des choix. Mais juste pour être précis, responsabilité financière, ça ne veut pas dire lié à une tâche à la maison. Non, pas nécessairement. Ce que je veux dire, ça peut être une dépense, dire tu t'occupes de payer ton téléphone. Je pense que ça, c'est assez populaire. Là. Par exemple, c'est toi qui payes ton téléphone cellulaire ou une autre dépense en soi. Puis s'il ne reste pas assez d'argent pour le payer, bien, il n'y en a pas. C'est tout. Puis, on apprendra l'emprunt. Exact. Ouais. Chez les parents, toujours. Mais donc, le budget, oui, mais c'est ça, pour moi aussi, c'est pas une panacée. Mais je dirais que, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est d'ouvrir la discussion. C'est que l'allocation mensuelle, par exemple, vienne avec un minimum de discussion sur les finances personnelles. Je pense que ça, c'est vraiment le nœud de la question. Et puis, je dirais aussi, je pense que ça peut être bénéfique que ça aille dans les deux sens. Que ce ne soit pas simplement les parents qui se présentent comme connaissant, voici ce qu'il faut faire, mais que ça aille dans les deux sens. Donc, d'accepter aussi les questions de son jeune, puis de prendre le temps de répondre aussi d'une façon transparente pour vraiment mieux faire comprendre puis illustrer. Parce qu'il n'y a rien comme l'exemple pour générer des comportements positifs. Là. Donc, évidemment, avec un exemple positif. Là. Allons-y, question en relais. Je recommence avec vous, M. Paquette. Comment on fait dans une discussion pour amener la différence entre un besoin et un désir? C'est quand même toute une question. C'est sûr qu'on pourrait utiliser des éléments plus théoriques, là, la pyramide des besoins de Maslow, des choses comme ça, des besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, se vêtir, être en sécurité. Mais en même temps, dans le monde d'aujourd'hui, être bien, avoir du plaisir, avoir des amis, ça fait aussi partie des besoins. Donc, mais j'imagine, comme conseiller, vous êtes constamment confronté à cette question-là, à dire à votre client, mais... Oui, mais moi, je le revirerais d'un autre côté. C'est pas tant la question de besoin et puis de souhait, là. Je dirais que c'est plus une question de gestion financière. Puis, est-ce qu'il y a du surplus qui se dégage dans le budget? Est-ce qu'il y a de l'épargne qui se fait? Est-ce qu'il y a de l'épargne qui se fait suffisamment? Et puis, si oui, bien à ce moment-là, que ce soit un besoin ou un désir, peu importe, mais il faut qu'il y ait de l'épargne qui se fasse. Accessible.
Bien, c'est ça, c'est liquide accessible. Il faut qu'il y ait l'épargne qui se fasse. Je pense que c'est plus ça l'élément, là. C'est pour ça que vous êtes là. Je savais que même avec des mauvaises questions, j'aurais des bonnes réponses. Et puis peut-être aussi d'amener la question de la dette là, dans l'équation. C'est qu'à partir du moment où, surtout pour les jeunes, là, de rapidement illustrer que que le crédit ne devrait pas servir à soutenir des dettes de consommation. Hein? Donc ça, c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Le crédit ne devrait pas servir à soutenir des dettes de consommation. D'accord. Vous vouliez ajouter? Bien oui, parce que ça me fait penser à un livre écrit par Jacques Nantel puis Isabelle Thibault sur la consommation. Justement, Isabelle Thibault travaille dans une association d'économie familiale, une ASEF. Jacques Nantel est professeur en marketing, comme vous le savez probablement. Puis ils ont pu démontrer que le quintile qui avait le revenu le plus faible avait les mêmes chapitres de dépenses en pourcentage que le quintile, la population qui avait le revenu le plus élevé. Il n'y a pas que des besoins fondamentaux là-dedans. Là. Il y a les voyages, bon, etc. Et ça, c'était très étonnant. Mais la façon, pour le quintile qui avait le revenu le plus faible de financer ça, évidemment, c'est avec le crédit, l'étalement des paiements qui est de plus en plus populaire ou accessible. Donc, on ne prend pas toujours les conditions. Puis l'accès à des produits de moindre qualité. Donc, les gens qui ont moins de revenus, on leur pousse par les médias sociaux notamment, mais autrement par le marketing, des produits de moindre qualité. Donc, moi, j'aime votre réponse. Si vous avez l'argent pour le payer, c'est une chose. Si vous devez vous endetter, bien là, ça vaut vraiment la peine de se questionner si vous en avez vraiment besoin, pour citer quelqu'un d'autre. Voilà. C'est Thibodeau. Bien, je vais prendre un petit peu le chapeau pour les jeunes, en fait. Puis, tu sais, je pense différencier justement besoin de souhait, par exemple. Je pense, je vais faire un petit bout de chemin avec ce que vous avez dit sur la responsabilisation. Mais, OK, tu as des besoins, hiérarchise un peu ces besoins-là. Tu sais, c'est quoi ton premier besoin jusqu'à ton dernier souhait, si on veut, financier. Puis dire, bien, comment vas-tu y arriver? Quelle responsabilité vas-tu assumer pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Donc, ça veut dire, bien, un petit travail de plus. Ça peut vouloir dire faire des choix, justement. Donc, bien, peut-être que ça, finalement, c'est peut-être pas un réel souhait, quoi que ce soit. Revoir ses priorités. Donc, je pense déjà de montrer aux jeunes bien, parfait, tu peux pas tout avoir. Si tu veux y arriver, tu as des choix à faire. Puis, je fais un petit peu du pouce. Le cours d'éducation financière qu'on a à l'école, c'est justement amener les jeunes à faire des choix en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits, de leurs désirs. Fait que je pense qu'on est un petit peu là-dedans, vraiment, de concrètement, mais voici, tu veux te rendre jusque-là, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Autre question qui fait rêver plusieurs, mais où plusieurs n'y connaissent rien, et je m'inscris dans cette équipe. La crypto-monnaie, on y va? Si on y va comment ou on n'y touche pas? Bien, on y va doucement. On y va avec plein de précautions. Je ne dirais pas qu'on n'y va pas, mais on commence par utiliser une plateforme de négociation qui est inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers. L'AMF. L'AMF, parce que c'est une jungle et on connaît plusieurs cas où les propriétaires de plateformes de négociation sont partis avec les crypto-actifs ou l'argent qui était détenu par les plateformes. C'est un produit à très haut risque, c'est très volatile, c'est pas toujours liquide. Donc, l'argent que vous mettez là-dedans, ça se peut que vous ne le récupériez pas. Moi, il y a 2 questions. Pourquoi vous voulez des cryptos? Première question à se poser. Puis combien êtes-vous prêt à perdre? Je pense que ça va un peu ensemble. Il y a des produits un petit peu plus sécuritaires qui sont des fonds négociés en bourse composés de cryptos, mais les cryptoactifs sont quand même toujours volatiles. Donc, il faut y aller doucement. Bien, non seulement ça, mais en plus... C'est un investissement hautement spéculatif, puis un investissement hautement spéculatif devrait être un investissement de long terme. Donc ça, c'est la première chose. Là, si on met de l'argent dans des cryptos, c'est de l'argent qu'on sait, sur lequel on ne compte pas avant très longtemps. Fait avant de se rendre à pouvoir mettre de côté des montants pour très longtemps, bien, on a plein d'autres choses à mettre en place dans sa structure financière. Ça, c'est une première chose. Puis, deuxième élément, c'est que si je recule peut-être 5-6 ans en arrière, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits sur le fait que la crypto pourrait devenir la nouvelle valeur refuge. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas ce qui se passe. La crypto évolue dans le même sens que les technologies, que les techs. Donc, un investissement dans les cryptos, c'est un investissement similaire à un investissement dans les technologies. Donc,
pourquoi investir dans les cryptos par rapport à investir dans d'autres entreprises, en intelligence artificielle ou autres, mais là, ça devient un choix, mais c'est des actifs spéculatifs et ce n'est pas une valeur refuge, là. M. Thibodeau, on vous en parle dans vos cours de la crypto? Oui, ça revient quand même souvent. Puis, tu sais, j'abonde dans le même sens de vous deux, en fait, au niveau de la volatilité, au niveau de l'incertitude, puis surtout de, tu sais, l'argent, investir là-dedans, je pense qu'il faut s'attendre à le perdre. Puis tant mieux si ça fructifie. Mais je pense que les jeunes voient ça beaucoup. Ils vont voir l'influenceur qui s'est enrichi avec ça, mais ne verra pas pour chaque investisseur les centaines qui vont avoir perdu énormément. Donc, il va y avoir un peu d'aveuglement volontaire par rapport à ça. Mais j'abonde dans votre sens. Je ne pense pas qu'une stratégie financière saine devrait être basée sur la crypto-monnaie. D'accord. Une dernière question, 30 secondes chacun. Votre conseil financier 101, quel serait-il? Et on va conclure sur ce dernier tour de table. Bien, je peux commencer, en fait. Je l'ai mentionné tantôt brièvement, mais l'épargne systématique le plus jeune possible. Développer une habitude de mettre de l'argent de côté systématiquement à chaque paye, par exemple, ou à chaque mois, et de ne pas toucher cet argent. Apprendre à vivre avec ses responsabilités sans cet argent-là. Donc, vraiment, là, prendre ses décisions financières en excluant cette épargne-là. Merci. M. Paquet? Je dirais se payer soi-même. Donc, à chaque fois qu'il y a des revenus qui rentrent, en mettre de côté un montant pour nous-mêmes, pour plus tard, pour des projets non définis encore, mais qui vont se matérialiser un jour. Qui arriveront sûrement. Donc, se payer soi-même, se protéger, et puis s'intéresser à la fiscalité en s'initiant au rapport d'impôt, en voyant comment ça fonctionne, et puis en voyant aussi comment les dettes fonctionnent. Quand on fait notre rapport d'impôt, puis qu'on est un étudiant, qu'on arrive sur le marché du travail, on se rend compte que notre dette de pré-études est déductible d'impôt. Donc, il y a des dettes qui sont passablement moins dommageables que d'autres. Donc, de s'intéresser à tout ça. Merci. Mme Paquin? C'est difficile de surenchérir. Je dirais parlez-en. Juste ajouter. Parler d'argent, parler de finances personnelles avec des gens autour de vous, à la plus grande variété de personnes possible et aller contre-vérifier ensuite pour voir ce qui s'applique à vous. Bien, il me reste à vous dire un immense merci pour cet échange qui a été très éclairant, j'en suis convaincu, pour bon nombre de personnes, peu importe la situation financière dans laquelle ils se retrouvent. Alors, merci Mme Paquin, merci M. Paquette, M. Thibodeau, merci à Anne-Sophie Batalon, notre chercheuse qui les a réunis sur son plateau. Alors, merci à la Gazette de la Mauricie qui rend possible cette émission, de même qu'à Nous TV qui la diffuse. N'hésitez pas à partager vos commentaires en m'écrivant à info@gazettemauricie.com. C'est Robert Aubin qui espère beaucoup vous revoir le mois prochain pour une toute autre thématique. Et entre-temps, si vous voulez en savoir davantage sur les invités que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur ce plateau, ne manquez pas les tête-à-tête que je ferai avec chacun d'eux. Au revoir, à la prochaine.